On va démystifier l'intelligence artificielle, montrer ce qui fonctionne, livrer des pépites utilisables dès demain. La structuration d'une boîte, elle commence au moment où tu vas créer ta boîte. C'est ce qui nous permet de passer la prochaine étape, le prochain palier. Les boîtes qui sont le plus en croissance, c'est celles qui se restructurent en fait continuellement. La véritable question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les différentes étapes qui me permettent de gagner un maximum de points pour entrer dans la tête et dans le cœur du client. Et la vente, ça reste la compétence phare de n'importe quel entrepreneur. C'est servir, c'est répondre à un besoin, résoudre un problème et aider la personne qui est en face de toi. Si on ne connaît pas la psychologie de son acheteur, on ne sait pas comment lui parler. La meilleure stratégie, c'est vous-même. On peut pas répondre en tout, il faut juste identifier là où on est excellent, l'amplifier. On l'a vu sur ton profil Alec, on l'a testé une fois, on a eu 2000 commentaires et on a rentré 1500 leads dans le funnel. Et ça pour moi c'est la méthodologie la plus facile et la plus rapide de générer des rendez-vous qualifiés dans son agenda. Même moi je le sais pas, tu vois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, mais aujourd'hui, je suis vraiment pas tout seul parce que on est ici sur scène dans le cadre du Team Building Entrepreneurs.com à l'occasion du 300e épisode du podcast Le Déclic. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si le podcast est ce qu'il est aujourd'hui, c'est avant tout grâce à vous qui nous écoutez, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Et merci à vous également d'être à mes côtés. Merci à vous tous d'être ici pour cet épisode et surtout d'être au quotidien auprès de nous sur entrepreneurs.com. On est aujourd'hui environ 50 collaborateurs présents ici. Ça fait plus ou moins la moitié des personnes qui contribuent au quotidien pour cette mission qu'est entrepreneurs.com. Et aujourd'hui, le but, c'est tout simplement de vous apporter un maximum de valeur. À mes côtés, et on va changer à chaque fois, on a ici Julie, experte entrepreneur.com, Thomas, chargé des opérations, et Fabien, expert entrepreneurs.com également. Et pour cette première partie, on va parler d'intelligence artificielle et de scale, de stratégies concrètes qu'on met en place, que ce soit chez nous ou chez les personnes qu'on accompagne, qui leur permettent de gagner du temps concrètement. On va démystifier l'intelligence artificielle, montrer ce qui fonctionne concrètement, livrer des pépites utilisables dès demain dans les business de ceux qui nous écoutent. Première question, j'aimerais tout simplement que vous m'expliquiez comment concrètement vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien ou des outils d'IA. Peut-être commençons par toi, Julie. Eh bien, j'utilise les outils d'IA au quotidien. J'en utilise plusieurs. J'utilise majoritairement ChatGPT. Je trouve que c'est un outil qui permet de faire plein de choses et qui est applicable à plein de domaines, que ce soit la finance, le marketing ou l'optimisation des process. J'utilise beaucoup Perplexity parce que pour moi, la data est extrêmement importante. Et donc, c'est très bien de pouvoir vérifier ses sources. Et j'utilise aussi Claude pour tout ce qui est rédaction de contenu. Je trouve qu'il est extrêmement efficace. Merci. Quand on parle de data, on doit parler de Thomas. Thomas, comment tu utilises l'IA au quotidien? Exactement. Merci Alec pour la question. L'IA, nous, globalement, sur la partie opérationnelle et opérations, on l'utilise sur plusieurs leviers. L'une principale que j'ai en tête chez Entrepreneur, c'est sur la partie analyse des coachings et des closings. Actuellement, comme vous le savez, on fait des appels avec des clients ou avec des potentiels clients. Et en fait, on vient récupérer des transcripts qu'on vient mettre justement dans une automatisation. On a tout automatisé qui va nous sortir un débrief avec un résumé sur les points positifs, les points négatifs et surtout dans cette construction-là d'amélioration en continu pour le closer ou encore pour nos coachs avec une note et des axes d'amélioration possibles. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, ce qu'on a mis en place en plus de cette partie-là, c'est vraiment d'avoir un analyse détaillée plugué, donc connecté à une base de données qui est sur Notion, sur laquelle on va pouvoir regrouper et recouper des informations liées sur le secteur d'activité, sur le chiffre d'affaires potentiellement généré, sur les objectifs. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir une granularité de data sur laquelle on va pouvoir exploiter, tirer des analyses et des leçons pour avoir cette boucle itérative hyper importante entre le coaching, le closing et faire revenir sur la partie marketing pour avoir des insights clés incroyables sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Globalement. On peut piloter finalement qu'avec ces datas. Hein. Comme on dit, on n'améliore que ce qu'on mesure. Exactement. Cash is king et data is queen. Clairement. Et pour donner du contexte, c'est plusieurs dizaines d'appels parfois par jour. Ah oui. Voire jusqu'à une centaine, tout cumulé. Exactement. Obligé justement de faire passer tous ces éléments dans ces process. Exactement, c'est ça. On fait en sorte que la charge et la surcharge soient bien gérées, bien maîtrisées et que tout se passe bien.
Fabien? Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. C'est très utile pour analyser la donnée structurée et non structurée. Donc, typiquement, on a des exemples où des clients font des appels de closing avec leurs prospects à eux. Et du coup, on n'est pas là pour savoir exactement ce qu'ils font, ce qui se passe. Et pouvoir enregistrer leurs discussions, analyser, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ça, c'est génial en fait. On est avec eux même quand on n'est pas là. Donc ça, c'est un premier point. Et après, quand on fait tout le travail de marketing sur la partie avatar, les pains, les gains, etc., quand on structure un peu leurs offres, l'IA passe dessus pour générer des propositions de valeur, générer des messages marketing impactants. Donc ça, on augmente en fait le potentiel de nos clients avec ça, quoi. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'IA elle va analyser l'intégralité et leur proposer des suggestions d'amélioration, des choses à mettre en place sans aucune intervention humaine, basée uniquement sur la retranscription de nos cerveaux, notre expertise, pour les accompagner dans leur croissance. Exactement, c'est ça. Et justement, pour entrer un petit peu plus en détail dans tout ce que vous avez évoqué, à commencer par toi, Julie, tu accompagnes beaucoup de clients sur l'intégration de l'IA dans leur quotidien, entre autres. C'est quoi les usages que tu vois vraiment qui font une différence dans leur quotidien, qui leur font gagner du temps, qui leur font gagner de l'argent, qui leur font prendre des meilleures décisions ou simplement impacter plus de clients et bosser plus efficacement? Je dirais que déjà, c'est une prise de conscience qui doit être faite que les IA peuvent être applicables partout et tout le temps. Et bien souvent, on a des clients qui sont pas nécessairement à l'aise, sont pas informaticiens, ont pas de service informatique, font pas de dissociation entre l'informatique et les IA. Et donc, c'est déjà de leur faire prendre conscience que les IA sont applicables partout, qu'elles peuvent être mises en place extrêmement facilement et que ça doit devenir quotidien, régulier, parce que l'IA, elle améliore l'humain, elle fonctionne pas sans, mais elle l'améliore considérablement, donc ils vont gagner en temps, être plus impactants. Je reprends un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, c'est qu'au niveau du marketing, l'IA, elle est sensationnelle, ça nous permet de créer du contenu hyper impactant, les messages sont clairs, ça nous permet d'avoir une stratégie extrêmement efficace, ça nous permet aussi en prospection de pouvoir écrire des séquences, choisir les bons outils, donc ça, c'est vraiment génial. Complètement. Pour toi, du coup, Thomas, si tu rentres dans un process en particulier chez entrepreneurs.com qui a changé notre quotidien ou changé notre façon d'accompagner les clients, qui est notre priorité, et qu'on pensait limite presque impossible ou qui prenait des heures et des heures et des heures avant. C'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure où vraiment là on a senti une vraie différence, une vraie marche, un vrai step sur cet accompagnement-là. Il y a plein d'autres éléments sur lesquels on utilise l'IA à l'intérieur des process de chez Entrepreneurs. J'en ai plein en tête, je pourrais vous en citer beaucoup, mais je vais me focaliser sur vraiment celui-là qui a eu un impact majeur. C'est sur cet accompagnement-là vis-à-vis des transcripts d'appels qu'on peut avoir sur la partie coaching, où vraiment ça donne un insight sur la posture que nos coachs peuvent avoir, sur les informations aussi au niveau du client. Et en fait, on restitue aussi cette information-là à nos coachs dans un but et dans un objectif d'amélioration continue, non pas à titre individuel et collectif pour que eux puissent monter en compétences, et également pour améliorer toujours l'expérience qu'on va proposer à nos clients. Et donc c'est vraiment cette boucle vertueuse qui est selon moi incroyable et sur laquelle on a fait un vrai step. Si je regarde mes collègues dans la salle, ils savent qu'ils ont une petite notification Slack à chaque fois avec justement ces retranscripts de coaching. Et vraiment aussi, on a donc cette partie coaching et aussi vraiment sur la partie sales pour être toujours dans cette boucle itérative de on fait monter en compétence nos membres d'équipe et aussi on essaie de s'améliorer au quotidien sur la valeur qu'on délivre auprès de nos clients, que ce soit les actuels ou les futurs pour les closings. C'est vraiment dans cette boucle. Je rebondis sur ce que tu dis parce que on sort de 2 jours de séminaire, en particulier hier, on avait plus de 350 personnes, c'était assez incroyable. Et il y a quelqu'un qui me dit le plus gros des challenges auxquels je fais face, qui est aussi dans le domaine de l'accompagnement en l'occurrence pour celui-ci, c'est de réussir à faire en sorte que mes clients aient l'impression qu'ils soient accompagnés par moi et pas par X, Y ou Z. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu, même pour moi à la base, qui accompagnait nos clients un par un au tout départ, de réussir à standardiser et à faire en sorte que quand c'est Julie, Fabien ou d'autres qui accompagnent des clients, ils aient l'impression que ça soit
fait comme moi, voire bien mieux que moi, et c'est vraiment tout l'enjeu et l'objectif, et j'estime aujourd'hui que vous faites vraiment bien mieux que moi sur chacun vos transversales qui vous sont respectives, attribuées, basées sur votre expertise et compétences. Et en même temps, ça permet à chaque fois d'avoir cette amélioration continue. Cet outil dont tu parles, vous qui l'utilisez du coup au quotidien finalement, parce que vous recevez les petites notifications, comment ça vous aide? Est-ce que ça vous accompagne finalement? Est-ce que vous les consultez ou est-ce qu'elle juste elle passe comme ça, c'est une notification comme une autre? Ça peut être intéressant de voir comment vous l'utilisez. Moi, je suis extrêmement fan. J'avoue que j'attends avec impatience la petite notification Slack quand j'ai fini un coaching. Thomas, tu mentionnais l'amélioration continue et je pense que en tant que coach, on a toujours un nouveau client, une nouvelle industrie. C'est extrêmement important de personnaliser l'approche, de savoir quand être structurant ou quand être plutôt dans une approche plus humaine, je dirais, où le mindset est important, où le mindset l'est moins. Et donc, ces feedbacks sont, en tout cas pour moi, ont beaucoup de valeur. Ouais, je pense que ce sentiment, il est très très partagé par les coachs et j'ai exactement le même. Ça a été une vraie révolution. C'est un feedback extrêmement utile, sans jugement de valeur, enfin sans aucun jugement. Donc c'est le meilleur des managers quelque part. C'est tellement bien qu'en fait moi je partage ces bonnes pratiques avec mes clients pour qu'ils le fassent chez eux, pour eux-mêmes, pour leur équipe. Donc ça a été vraiment super et ça a permis de nous améliorer très très rapidement. Typiquement, moi je sais qu'à un moment donné je faisais pas mal d'injonctions. Ça, c'est l'expérience qui fait qu'on a envie d'imposer des choix à nos clients ou des décisions, parce que l'expérience a fait qu'on a réussi ou on a échoué. Mais en fait, voilà, ça nous a permis d'avoir une meilleure posture et de donner les rênes à nos clients, les pousser au mieux, quoi. Donc, 10 sur 10 là-dessus. Hein. Magnifique. Et justement, tu parles de clients. Toi, tu les accompagnes surtout sur la partie aussi performance, acquisition. Est-ce que tu as une anecdote, une étude de cas, un cas concret d'un client, quel qu'il soit, ça peut être un artisan ou dans un domaine traditionnel, où l'intelligence artificielle a aidé d'une certaine façon à prendre une meilleure décision et à améliorer soit le cycle d'acquisition, soit leur marketing, soit leur communication? Ouais, typiquement, j'avais ce cas-là avec une cliente. Je savais que dans son tunnel de conversion, il y avait une problématique au niveau de la vente. Voilà, il y avait quelque chose au niveau de la vente, mais moi, je suis pas là, c'était pas non plus, c'est pas ma core skill de cette partie-là. Et du coup, c'était difficile de savoir exactement où était le problème, qu'est-ce qui se passait. Du coup, oui, moi mon job, ça a été de faire un super prompt pour analyser ses calls avec ses clients. Et on a mis exactement le doigt sur ce qui allait pas. Ce qui m'a permis derrière de programmer un coaching avec une coach chez nous qui est excellente en vente. Et du coup, ça a été extrêmement efficace. On a débloqué le truc. Donc oui, voilà, encore une fois, ça a permis d'augmenter le client, le coach et de résoudre une problématique très rapidement. Hein. Voilà. Magnifique. Et elle était dans quelle industrie? Comptabilité, finance. Et justement, est-ce que vous avez un autre exemple, un cas concret d'une personne qui peut-être nous écoute, qui est dans le domaine de l'artisanat ou un travail manuel, quelque chose d'encore plus terre à terre, comme on a des paysagistes, on a des ébénistes, dans le bâtiment, BTP, peu importe, échafaudage, qui ont pu implémenter l'intelligence artificielle ou des outils d'automatisation au sein de nos clients, et ça a absolument tout changé. Ils ont gagné du temps, ils ont gagné en efficacité, ils ont gagné en rentabilité, ils ont peut-être même remplacé des collaborateurs ou amélioré des collaborateurs pour pouvoir aller chercher encore plus d'impact. Au niveau du marketing et de la visibilité, qui est un domaine que je maîtrise mieux que l'aspect administratif, automatisation, que peut-être toi tu maîtrises un peu mieux, je dirais que l'artisan ou le commerçant ne se rend pas nécessairement toujours compte de l'importance de sa visibilité en ligne et son référencement local. Et donc, on s'imagine qu'il va falloir créer un site internet extrêmement complexe, qui va prendre du temps, qui va coûter de l'argent. On n'a pas nécessairement la trésorerie. Donc, on pourrait éventuellement utiliser les IA pour structurer une landing page, une page d'atterrissage, une page de vente qui permettrait de faire du référencement local naturel. Et ça, ce serait très facile à mettre en place, tant dans la structuration que dans, je dirais, le design de cette page.
Et je rebondis aussi sur cette partie-là, sur la partie artisan. Il y a hier pendant l'événement qu'on a eu, on a eu une question hyper pertinente sur cette partie, notamment sur la partie acquisition et marketing, où justement on a parlé d'IA. Et je trouve ça assez pertinent de aussi le redire pendant cet épisode du déclic. L'intelligence artificielle, c'est aussi un gain de productivité monstrueux. C'est-à-dire que dans la partie acquisition, on va avoir la création de contenu, on va avoir posté des différentes images, vidéos, peu importe, sur les réseaux sociaux. En fait, avec une belle automatisation, parce que c'est ma responsabilité, je suis entrepreneur, une belle automatisation, en fait, on peut réduire drastiquement le coût d'une présence en ligne. Donc, en fait, on peut créer un nombre incalculable d'images potentiellement générées avec de l'intelligence artificielle, avec des templates, etc. et quasiment tout automatiser sa présence, entre guillemets, en ligne avec de l'IA. Donc, en fait, pour les personnes qui nous écoutent sur cette partie artisan, etc., allez-y. En fait, vous allez gagner un temps énorme, une réduction de coûts, avec en plus une qualité de contenu qui sera généré, créé, qui sera bien mieux que ce que vous pouvez trouver sur le marché de manière standard. Complètement. Fabien, une anecdote? Alors moi, j'ai aussi cette expérience-là. Je pense que c'est valable pour toutes les TPE, PME. Cette partie création de landing page, création de message marketing, je pense que ça permet de transformer n'importe quel entrepreneur qui a son métier, qui connaît son métier, en marketeur également. Parce qu'ils savent pas le faire. Exactement, c'est quelque chose on arrive. En fait, on crée une entreprise avec un savoir-faire généralement, mais toute la phase amont, c'est-à-dire la partie avatar, c'est qui mon client, pourquoi je le fais, etc. C'est quoi les pains, les gains. Et en fait, tout ça, l'intelligence permet de prendre tout ça et de créer du marketing et du super marketing, quoi, des choses extrêmement puissantes. Moi, j'ai des clients, j'en ai un par exemple, j'en ai qui sont dans la livraison de colis ou qui ont une salle de sport également, de milieux différents. On a fait des landing pages en 15 minutes qui étaient incroyables. Et qui auront des taux de conversion qui sont, j'ai aucun doute, aussi bien que dans des belles startups, quoi. Ouais, voilà, complètement. Donc j'ai ça c'est le premier exemple, je pense qu'il s'applique vraiment à tout le monde. Et j'en ai un autre qui est assez sympa, c'est un spa. Et on est en train de réfléchir, on modélise un peu un agent IA pour tout ce qui est prise de rendez-vous. Parce qu'il y a une saturation au niveau de l'accueil client, une perte de qualité au niveau de la relation client parce que les appels sont pas pris, etc. Et là, on met en place un agent IA qui permet de prendre beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clients entrants avec différents canaux, etc. Donc, c'est quelque chose qui va drastiquement augmenter l'expérience client et les avis positifs, etc. Voilà. Génial, merci pour ces exemples. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire interagir également le public, si j'ose dire, mais surtout l'équipe Entrepreneurs. J'ai une petite question pour vous, mais avant ça, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je profite de l'occasion de ce 300e épisode du déclic. Franchement, il faut quand même mettre cette bougie et fêter ça pour annoncer le prochain sommet entrepreneurs.com sur 5 jours, durant lequel on va partager tout ce dont on est en train de parler durant cet épisode et bien plus encore, tout ce qu'on est en train de développer et mettre en place et ce qu'on met en place au quotidien chez les personnes que l'on accompagne et comment vous, entreprise traditionnelle qui souhaitez scaler, structurer, développer votre chiffre d'affaires, votre croissance et votre marge, TPE, PME, quel que soit le domaine, si vous faites déjà au moins 25 000 € de chiffre d'affaires par mois et que vous souhaitez aller chercher un autre palier, recruter, structurer et voir comment l'intelligence artificielle peut concrètement vous aider, mais pas que, parce qu'on parle d'IA, mais en réalité, c'est juste 5-10%, même pas, de toutes les stratégies qu'on applique au quotidien avec les équipes d'experts, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui est présent dans la description, à vous inscrire dès maintenant tant que c'est encore possible. En plus de ça, je ne serai pas seul, je serai accompagné exceptionnellement de Idriss Aberkan, de Jonathan Angelov, de Kelly Massol et d'autres intervenants d'exception. Plein de surprises, certains de nos partenaires également qui viendront et ça va être juste exceptionnel pour ces 5 jours. Alors, question pour vous qui êtes ici. Ma question, elle est simple. Est-ce que quelqu'un veut nous partager un outil d'intelligence artificielle qui a fait la différence pour lui ou pour l'un de ses clients dans son quotidien et qui n'est pas ChatGPT? Parce qu'on entend parler tout le temps de ChatGPT. Juste lui pourrait faire 99% des choses qu'on a à faire, c'est clair. Mais est-ce que quelqu'un veut nous partager un outil qui a fait une vraie transformation dans sa façon de travailler? Oui.
Il y en a un qui n'a pas été cité, c'est Gamma, un outil de gestion de présentation automatisée. Donc on est capable de prompter des slides qu'on a envie de mettre en place et qui va être capable de générer déjà une présentation de 10-12 slides, qui est une énorme base de travail. J'ai vu là sur un client 80% de la donnée qui a été créée et utilisée, et il reste 20% de finalisation, donc que ce soit gain de temps 3-4 jours sur une présentation qui pourrait être plus de 2 semaines à créer, quoi. Ah ouais, ok. Magnifique. Merci pour ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un outil? Un outil qui est très intéressant sur la partie échanger avec des clients, c'est Fathom. C'est un outil qui permet justement d'enregistrer tout l'échange qu'on a pu avoir et qui sort du coup un transcript avec du coup un plan d'action et également tout le transcript de la conversation. Et du coup, c'est vachement utile quand on doit récupérer des informations ou à contrario créer un plan d'action suite à l'échange qu'on a eu. Fathom qui du coup est utilisé dans le cadre des automatisations, des prompts pour tous ces appels qui sont retranscrits. On a Claudia juste ici qui a une question. On a parlé d'outils IA, mais c'est aussi des workflows. Tout le workflow d'un processus qui peut être automatisé par des outils comme Make, N8N ou même UiPath pour aller un peu plus loin. Ces outils qui nous permettent d'imbriquer des briques d'IA comme Fathom, comme ChatGPT, comme Canva et bien d'autres. On va les citer en intégralité, mais d'avoir un process automatisé et avec des grains d'intelligence artificielle. Une dernière pour la route. Yes, Anis, juste derrière toi. Yes, parfois quand on utilise en fait au quotidien de l'IA, on se rend compte que on a plus besoin d'aller chercher les ressources sur Gemini, sur Perplexity que tu as cité, ou encore sur Claude. Et en fait, on se dit ça commence un peu à coûter d'avoir tous ces comptes multiples. Et récemment, j'ai commencé à utiliser un outil qui s'appelle Abacus AI, en fait, qui ont un outil qui s'appelle ChaiLLM, dans lequel on a directement la possibilité d'avoir des agents sur base d'un compte. Il y a un agent qui se déploie et qui fait tout un tas d'opérations pendant parfois 30 minutes s'il le faut à votre place, et qui nous permet, quand on travaille, de choisir en fait le modèle d'IA conversationnel qu'on veut utiliser. Et donc en fait, on a autant Grok toutes les versions, DeepSeek toutes les versions, Perplexity, on va avoir Gemini avec la version Pro, etc. Toutes les variantes de ChatGPT, bien sûr, à 4.1, etc. Et c'est super pratique. Ça nous permet d'avoir la possibilité d'utiliser un Gemini pour la rédaction, pour qu'en fait on détecte moins un texte type ChatGPT, la génération d'images avec la meilleure solution de génération d'images, la génération de vidéos. Donc ça c'est intéressant. On a quelque chose comme 2 millions de tokens sur le forfait standard, et c'est super pratique quand on l'utilise au quotidien. Merci pour ça. Alors du coup, on va passer à la deuxième table ronde dès maintenant. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Très bien accompagné aujourd'hui avec Marion qui est donc responsable pédagogique chez nous. Nous avons Anaïs qui est experte et Tang, directeur des opérations chez entrepreneurs.com. Donc cette table ronde, on va vraiment essayer de vous parler de ce que on voit très peu finalement sur les réseaux. Derrière chaque boîte qui grossit, il y a du chaos, de la friction, beaucoup de tensions parfois, problèmes de process dans les équipes et ainsi de suite. Mais il y a aussi des solutions comme structurer, organiser, recruter, déléguer, automatiser. Et donc c'est derrière ces mots simples, les experts qui m'entourent aujourd'hui qui vont pouvoir, à travers cet échange, vous expliquer comment mieux structurer, comment mieux développer vos entreprises et comment traverser ce chaos qu'on a tous connu à un moment ou à un autre dans la scalabilité de nos différents business. Donc pour commencer, pour ouvrir cet échange, j'ai une question un petit peu ouverte. Selon vous, le mythe le plus dangereux autour de la structuration? Pour moi, le mythe le plus dangereux autour de la structuration, c'est de penser que ça va complexifier, que ça va être plus dur, plus lent. Et alors que en fait, c'est tout l'inverse qui normalement se produit. C'est que logiquement, en rajoutant de la structure, on est plus efficace, on va plus rapidement au fond des choses. Et même si on peut penser que on va être moins agile, généralement, finalement, on l'est plus parce qu'on a des process qui sont standardisés et qui nous aident à avancer plus efficacement. Pour moi, le plus gros mythe, c'est de penser que la structuration, en fait, c'est vraiment l'apanage des grosses boîtes, que c'est un luxe pour les grosses boîtes. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est vraiment, en fait, ce qui va faire qu'une boîte, justement, va en fait, pérenniser tout simplement. C'est pour moi essentiel, en fait, la structuration. La même chose. Je pense que structurer, c'est ce qui nous permet, en fait, de passer la prochaine étape, le prochain palier. Et on peut croire que la structuration vient à un certain stade de l'entreprise, alors qu'en fait, il est constant.
on structure toujours. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans une entreprise, on restructure parce qu'on répartit le cahier des charges, on refocus chaque personne dans un nouveau périmètre. Et en fait, les boîtes qui sont le plus en croissance, c'est celles qui se restructurent en fait continuellement. Très intéressant. Mais justement, pour rebondir là-dessus, quand on lance un business, généralement, on ne pense pas du tout à la structuration. On est d'abord sur sa zone de génie et on va vouloir du coup forcément foncer sur soit son produit, la vente et ainsi de suite. Avec toute ton expérience, toi, Tang, qui vraiment en 10 ans, notamment chez Swiss Rock, est passé de 0 à plus de 200 millions, et etc. Comment et quels conseils tu donnerais justement aux entrepreneurs pour savoir à quel moment on détecte qu'on est en train de limite se brûler les ailes, de cramer sa boîte parce qu'on n'est pas structuré, et à quel moment, même si après, j'entends ce que tu dis, il faut continuellement le faire, mais quand on est vraiment au tout début, est-ce qu'il y a un signal ou quelque chose qui fait qu'on se dit « Ah là, il faut vraiment que je me pose, je ralentis 2 secondes et je structure ». Au début, quand on fait tout, on a une certaine fierté à vouloir tout faire, à se dire « Ah, je suis super polyvalent, je sais faire plein de trucs, j'apprends plein de trucs et c'est génial ». Mais en fait, très peu de gens arrivent à détecter leur zone de génie. Où ils disent « Ah, ma zone de génie, elle n'est pas monétisable » ou « Ma zone de génie, c'est en fait un hard skills ». Alors que la zone de génie, c'est quelque chose qui fait partie des soft skills qu'on a naturellement, qu'on a instinctivement. Et le fait de pouvoir le définir, ça nous permet déjà de commencer à se structurer, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. On commence par une stratégie justement de délégation. Qu'est-ce que justement, en dehors de ma zone de génie, je suis en train de faire et je dois déléguer. Et du coup, même si j'ai pas assez de moyens pour avoir un employé, comment est-ce que j'outsource ça? À qui? À quel fournisseur? À combien? Et justement, en répartissant en fait son agenda et ses priorisations, on essaie de maximiser toujours cette zone de génie et trouver son complément à côté. Ça peut être un associé, ça peut être un employé, ça peut être un fournisseur externe, mais ça commence déjà en fait la stratégie de structuration. C'est intéressant parce que souvent, on dit que l'anomalie un petit peu de l'entrepreneuriat, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a une zone de génie et on n'a pas commencé sa première journée dans sa boîte qu'on doit être un petit peu comptable, vendeur, recruteur, manager, communicant et ainsi de suite. Et c'est peut-être aussi ça d'avoir en tête, de se dire aujourd'hui, je lance, comme tu le dis, je suis fier de tout, je fais tout, mais d'avoir en tête que très rapidement, il va falloir venir combler ces différents postes. Marion, toi qui construis du coup les parcours et les programmes au sein de entrepreneurs.com, comment tu fais pour réussir à finalement simplifier et dégrossir tous ces sujets-là, notamment sur la structuration, sur les process, de manière à ce que ce soit le plus actionnable et engageant pour nos clients? En fait, c'est tout l'enjeu de l'ingénierie pédagogique, c'est de faire en sorte que des sujets complexes, parfois obscurs, deviennent en fait des petites notions séquencées dans le bon ordre chronologique pour faciliter l'apprentissage et le passage à l'action. Donc c'est tout ce travail en fait d'ingénierie pédagogique qu'on va venir travailler chaque notion, y associer un passage à l'action direct pour monter en compétence avec une expérience apprenante qui est agréable, c'est-à-dire on ne se sent pas en sortie de zone de confort, où on va être accompagné pas à pas pour avancer. Et c'est vraiment ça le travail méthodologique de venir associer chaque étape après chaque étape, le bon déroulé, la bonne structure pour justement avancer et faire en sorte que tout ce processus qui peut être un peu oppressant au préalable, finalement soit une expérience facilitée et accompagnée, bien évidemment. Est-ce que tu auras un conseil justement aussi, parce que comme tu dis, ça peut faire peur, c'est un peu oppressant, peut-être qu'on a un book de 200 pages le workbook qu'on doit bien sûr dévorer et regarder, mais est-ce qu'il y a un conseil ou dans la pédagogie ou dans la méthodologie pour se dire ok, peut-être il faut commencer par des petites étapes ou au contraire il faut vraiment se lancer à corps perdu dedans? Quelle part de temps il faut mettre dans sa semaine là-dessus? Est-ce qu'il y a des conseils à ce niveau-là? Moi, je suis partisane des petites actions effectuées le plus facilement possible au quotidien. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dégager des énormes plages horaires pour travailler des projets en long, en large et en travers, et finalement on se perd, et finalement généralement c'est la plage horaire qu'on fait sauter pour d'autres rendez-vous ou d'autres actions beaucoup plus simples. Donc moi, ce serait plutôt de se dire ok, qu'est-ce que je peux intégrer dans mon quotidien tous les jours, mais en quelques actions, 10-15 minutes, pas forcément très longtemps, mais du coup chaque petite action un peu à la Pomodoro où on va venir vraiment
calibrer le bon petit temps, mais qui va être hyper efficace avec un super retour sur investissement. Pour moi, c'est la meilleure manière de passer à l'action au quotidien. Ou alors, comme je le dis avec le workbook, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est donc chaque pédagogie, et c'est comme ça qu'on a pensé la pédagogie entrepreneurs.com, c'est de se dire que chaque notion ou chaque théorie ou chaque séquence même d'une dizaine de minutes doit être directement suivie par un passage à l'action, par un exercice pratique, par une réflexion, par une prise de hauteur, par une liste à effectuer, par un template qui va être proposé pour justement donner un cadre et faciliter ce retour à son entreprise ou ce retour à son quotidien. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser et c'est pour ça que je suis très partisane de ce qu'on appelle les capsules pédagogiques où on est vraiment sur des temps très courts mais où on va pouvoir maximiser l'impact. Donc plutôt se dire on prend un petit temps finalement tous les jours, toutes les semaines, etc. plutôt que se dire je vais aller m'isoler pendant 3 jours pour essayer de pondre une structure. Bah, pour moi, je suis convaincue de ça. Okay. C'est comme c'est mieux de se laver les dents tous les jours 3 minutes que 3 heures une fois par mois, par exemple. Tu vois, généralement, c'est plus efficace. Tout le monde a l'image et donc du coup, ça sera assez parlant là-dessus. Il faut des images chocs, on l'a. Toi, Anaïs, à travers ce que tu observes donc dans les accompagnements et les retours que tu as avec les différents clients et donc vraiment les retours terrain, c'est quoi pour toi les blocages les plus présents et les plus fréquents que tu rencontres chez les clients? Pour moi, le premier blocage, c'est vraiment qu'il y a une confusion en fait entre la structure et l'activité. C'est-à-dire que la plupart en fait des entrepreneurs qu'on va suivre, en fait, ils sont dans leur boîte et ils bossent pas sur leur boîte. Donc ils sont vraiment en fait tête dans le guidon et comme ce que tu disais, Tanguy, c'est qu'ils ont extrêmement de mal à déléguer et déjà dans un premier temps en fait à prioriser et pareil à cartographier aussi quels vont être les besoins, quelles vont être les structures qui vont être adaptées à leur business et pareil aussi qui pensent que ça peut être une montagne comme ce que tu disais Marion, c'est pas forcément une montagne, je veux dire l'Everest on ne gravit pas en un jour, on fait ça en plusieurs jours mais à la fin on est au sommet. Donc c'est vraiment pour moi les principaux blocages que je rencontre chez les clients et comme disait Julie sur la partie juste avant, c'est vraiment cette prise de conscience en fait, comme quoi leur expliquer que c'est vraiment dans leur intérêt et surtout en fait dans l'intérêt de leur boîte et pour eux le blocage c'est de se dire je ferai ça en fait plus tard. Mais plus tard, c'est quand? Ils se disent, voilà, quand j'aurai recruté quelqu'un. Mais déjà, pour recruter quelqu'un, comme tu le disais, il faut déjà qu'il y ait des process et des structures mises en place. Donc, en fait, pour moi, la structuration d'une boîte, elle commence au moment où tu vas créer ta boîte. Littéralement. Et ça, les gens, en fait, s'en rendent compte un peu trop tard. Comme tu le dis, voilà, ils sont dans leur zone de génie, donc tête dans le guidon, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, un beau jour, ils se disent, je suis peut-être en train de perdre du temps ou de passer à côté de choses parce que je suis beaucoup trop dans l'opérationnel. Donc c'est vraiment, je pense, le premier blocage, c'est vraiment la prise de conscience. Ouais. Et tu as 1 ou 2 exemples en tête justement assez marquants sur des clients que tu as pu accorder où vraiment ils étaient oui, j'en ai en tout anonymat. En tout anonymat, ils ne se reconnaîtront pas, mais je pense à eux. C'est la mise en place d'un CRM. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais quand je leur disais, mais comment tu fais ton suivi ? Peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu CRM pour l'audience qui connaît pas ça et qui justement devrait mettre ça en place. Tout à fait. Un CRM, en fait, ça va être un outil de gestion des clients, enfin des prospects, où en fait, on va centraliser à la fois toutes les activités, les relances, et donc vraiment, on va avoir tout l'historique des différentes interactions qu'on va avoir avec ce prospect ou ce client. Et vraiment, en fait, j'ai eu le cas avec plusieurs personnes que je suis. Ils me disaient à chaque fois, je leur demandais, mais comment tu suis tes clients, comment tu structures tes actions, c'est dans ma tête. C'est formidable que ce soit dans ta tête. Maintenant, si tu as vocation à grossir, faut aussi un peu cartographier tout ça, processer tout ça, avoir des ressources. Et ça passe forcément par un CRM. Donc, un CRM, pour moi, c'est évident. Et faut pas attendre d'avoir des clients pour mettre en place un CRM. Le CRM doit être mis en place, pour moi, pareil, dès limite la création d'entreprise. Tu as tes statuts, tu mets en place ton CRM. Et donc, j'ai plusieurs clients, mais un notamment, donc, qui a mis en place son CRM. On a été faire un peu d'acquisition à côté, etc., de leads. On a bien structuré tout le workflow en termes de relance, séquençage emailing, etc. C'est incroyable. Il a eu 10 rendez-vous en 2 jours. Bon, comme quoi, en fait, ça fonctionne. Si on arrive vraiment à bien identifier, à bien segmenter, ça permet aussi d'ailleurs, justement, derrière la segmentation et la personnalisation de toutes les actions qu'on va avoir avec prospects, clients, enfin, toute notre base, quoi. C'est un très très bon exemple parce que on regarde aussi souvent quelqu'un qui commence à être, comme on dit, complètement noyé par son quotidien, son opérationnel. On leur conseille souvent pendant 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois, on va dire, de traquer
vraiment tous les jours ce qu'ils font, mais limite au quart d'heure près. Et effectivement, sur la relance client, ils vont dire non, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais quand on commence à regarder sur un mois, ils vont dire ah bah j'ai fait 15 minutes si j'ai fait 30 minutes là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et dire bah en un mois, tu as passé tant de temps, c'est pas efficace, il n'y a pas de suivi. Bah, une solution, c'est typiquement un CRM. Tang, est-ce que toi, tu as d'autres outils en tête ou justement dans la structuration sur des boîtes qui seraient en early stage autres que du CRM? Il y a toutes les grandes plateformes, Slack, Monday, Trello, c'est des outils d'organisation qui sont très importants pour faire ce qu'on appelle de la gestion de tâches et du task mining, c'est-à-dire rentrer dans les sous-tâches et puis commencer à avoir un flux, un processus qui commence à être standardisé pour communiquer, pour déléguer, pour mettre en place les KPIs, pour savoir quel est le périmètre de chacun. C'est hyper important. La plupart des Monday ou ou autres de programmes d'organisation démarrent par un intervenant avec pas mal de personnes qui font partie du projet, même si elles font pas partie de l'entreprise. Mais par contre, c'est un outil de communication qui est hyper important. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Et typiquement, la plupart des boîtes fonctionnent encore sur WhatsApp ou sur des chats. Pourquoi est-ce que ces systèmes type Monday interdisent les chats? C'est parce qu'en fait, l'intégralité des informations et décisions qui doivent être prises doivent être reliées à une action ou en tout cas à une mission précise. Et du coup, la centralisation de l'information, c'est la clé aujourd'hui pour être bien organisé. Très clair. Moi, j'ai une question qui me vient un petit peu en tête, c'est que de temps en temps aussi, on peut tomber dans l'overstructuration, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire, on veut tout structurer, on veut tout documenter, on veut écrire tous les process de la Terre, etc. Et finalement, ils sont tout simplement pas appliqués, ou en tout cas, ils sont dans un coin. Comment on peut éviter ce piège justement, sachant qu'en plus, on va peut-être structurer en se disant, là, je structure parce que j'ai 50 clients et je vais en avoir 100. Et puis, on se retrouve finalement avec 200, 500 clients. On a des process dans tous les sens, mais personne ne les applique. Comment on tombe pas dans ce piège finalement de ne pas traiter ça? C'est l'enjeu du knowledge management dans toute sa splendeur, c'est-à-dire comment on structure le savoir, mais surtout comment on le rend accessible. Donc tu disais tout à l'heure effectivement Monday ou des outils comme ça qui permettent, ou des Notion, enfin chaque entreprise a ce type d'outils pour aller remplir le bon process et tout ça. Faut-il encore qu'il soit appliqué? Faut-il encore que les gens sachent dans l'entreprise qu'il y a un Notion ou un Monday sur aller, voilà. Donc pour moi, on arrive sur un sujet de communication et surtout d'accessibilité. Parce que souvent, on peut avoir énormément de process qui sont pas forcément aussi très bien rangés, très bien structurés. Et finalement, même si les process existent, c'est tellement chronophage d'aller accéder à l'information que c'est compliqué. Donc, c'est tout l'enjeu aussi de se dire, OK, comment cette arborescence, elle doit être créée, comment ces process, ils doivent être structurés, où ils doivent être placés effectivement dans l'arborescence pour qu'ils soient connus de tous, rappelés à tous à des moments opportuns comme des journées de team building ou des meetings mensuels ou autres, pour dire rappelez-vous qu'à ce moment-là, il y a ça. Et surtout aussi peut-être responsabiliser certaines personnes, rappeler à certaines personnes qu'elles sont garantes de certaines applications de processus et donc du coup finalement responsabiliser des managers plus de proximité à appliquer aussi les processus. Parce que finalement, la formation ou la communication, une fois de temps en temps, c'est très bien, mais finalement, c'est dans l'opérationnel qu'on a besoin d'accéder sur son poste de travail directement aux ressources essentielles. Et ça, c'est aussi avec le manager de proximité que ça doit se jouer. Carrément. Merci beaucoup. Il nous reste encore un petit peu de temps pour cette deuxième round table, comme on dit, ce deuxième round. J'aimerais justement poser une petite question aux équipes et en commençant par le numéro 1 des équipes, Alec. Alec, on dit souvent qu'une boîte, c'est le reflet de son fondateur. Et est-ce que tu as eu des moments où dans ta propre désorganisation ou dans ton propre chaos, tu t'es dit attention, ça va freiner la croissance de la boîte, et du coup, comment tu as pu gérer ça? Je me dis ça tous les jours. Je sais. Tu nous le dis également. Donc, c'est pour ça que vous êtes là, et j'en suis hyper heureux parce que on peut pas répondre en tout. Il faut juste identifier là où on est excellent, l'amplifier et essayer surtout pas de rattraper des choses où on est moins bon. Donc typiquement pour ma part, tout ce qui est administratif, organisation, certains sujets de détail, etc. Même si je suis perfectionniste et je veux que ce soit tout beau, tout parfait, tout génial
et encore plus que mieux. Parfois, il faut aussi prendre de la hauteur et puis ne pas se soucier de tout. C'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien pour m'améliorer. Mais ouais, c'est difficile, d'autant plus quand en tant qu'entrepreneur, tu as vraiment à cœur d'apporter le meilleur à tes clients. T'es humain, t'aimes les gens, mais en même temps, tu as besoin d'être exigeant. Du coup, tu peux souvent associer l'exigence à quelque chose de pénible pour les autres, sauf si t'es bien entouré. Et si t'es bien entouré et que tu détermines clairement les règles dès le départ, les conditions également, et le fait que le niveau est au niveau 100, tous ceux qui sont en dessous du niveau 100 vont effectivement se sentir inconfortables. Tous ceux qui sont en dessus du niveau 100 vont tirer le niveau vers le haut à chaque fois, et c'est ce pourquoi on cherche à recruter uniquement des talents. C'est pour ça que je suis hyper content d'être ici avec vous dans cette pièce, parce que s'ils se déplacent, c'est que je considère être parmi les meilleurs dans votre domaine. Merci beaucoup. Et est-ce que parmi les équipes, notamment sur les experts, quelqu'un aurait une petite anecdote justement sur un business un business pépite complètement désorganisé et qui, avec de la structuration et votre accompagnement, a vraiment eu des résultats incroyables? Imen. Alors oui, j'ai un client, en fait, il a restructuré toute son entreprise, il a mis en place un CE. Il avait pour objectif de faire 500 000 € par an, il les a fait en 3 mois. On n'avait même pas mis en place le marketing. Juste, il est parti chercher les clients qu'il avait, il a tout restructuré, il est parti chercher ses clients, et il a fait plus de chiffres. Magnifique. Je vais me permettre de, on va dire, faire cette phrase que Axel nous dit en permanence: l'argent est dans la liste. Et donc effectivement, si on n'a pas de CRM, on n'a pas de liste. Et c'est vraiment d'aller chercher l'argent là-dedans. Une dernière petite anecdote? Ouais. J'en ai parlé hier, on l'a surnommé le client post-it. Client post-it. Un client qui a racheté une boîte d'une secrétaire de 62 ans, qui l'informatique était Word, impression, papier, net. Il avait mis en place un CRM, mais tout le travail était encore analogique et complètement manuel. Et la première session de coaching avec ce client était de se dire, ton travail, déjà, tu vas le mettre sur le mur, sur les post-it. En 2 heures, il avait restructuré tout ce travail et tout son reste à faire. Il avait 65 devis en attente. Il en a réglé 30 en 2 heures. Il allait chercher une croissance incroyable en un coaching. Incroyable. Juste sur ces 2 exemples, on voit que 65 prospects, on arrive à répondre à 30 devis en une journée, ce qui peut expliquer que d'autres arrivent à faire 500 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois alors qu'ils avaient prévu 12 mois pour le faire. Merci beaucoup. C'est la fin de cette 2e table ronde et on vous retrouve tout de suite pour passer à la 3e table ronde. 3e table ronde, on va parler acquisition en 2025. Alors, ce qui marche pas, mais surtout ce qu'on doit mettre en place absolument dans une boîte traditionnelle, une boîte technologique, une boîte, peu importe le type de boîte finalement, parce que chaque boîte a ses propres stratégies. Le but, c'est de comprendre les méthodologies, les tenants aboutissants et ce qui fait du sens et finalement la vision plutôt macro et non micro des choses. Souvent, l'entrepreneur va avoir tendance à se dire « Attends, mais un tunnel de vente, ça fait aucun sens pour moi », alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le parcours du prospect jusqu'à devenir un client et le fait qu'il passe de « je découvre cette solution » à « j'en ai envie, je l'achète, j'en suis satisfait et je deviens un client ». C'est ce que vous faites au quotidien indirectement aussi chez entrepreneurs.com. On a Cédric ici qui est PMO chez entrepreneurs.com. Imen, juste ici, qui est expert entrepreneurs.com. Imen, on se connaît depuis des années, tout comme Cédric, tout comme Abdel d'ailleurs. Abdel qui est expert entrepreneurs.com. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir ici à mes côtés pour cet épisode, mais en particulier aussi dans l'équipe. Pour la petite anecdote, Cédric, on en rigolait tout à l'heure en off, mais tu es le premier invité du Déclic en vidéo. Faut le dire, surtout à l'occasion du 300e épisode, encore une fois. J'ai plein de questions à vous poser. L'idée, c'est qu'on soit très pratico-pratique. C'est quoi l'erreur que vous voyez encore trop souvent côté acquisition, celle qui fait perdre le plus de temps et le plus d'argent à nos clients, à ceux qu'on accompagne ou même en général dans des boîtes traditionnelles? C'est que les clients, ils vont communiquer juste pour communiquer. Il faut créer du contenu juste pour créer du contenu. Et ils sont encore coincés en 2019, avant le Covid. Ils écrivent encore du contenu, ils font de la communication comme si on était encore en 2019. Ils ne s'adaptent pas. Et ils ne mettent pas leur âme dans leur contenu et leur communication. Du coup, ils n'arrivent pas du tout à se différencier. Je suis tout à fait d'accord. Faire pour faire n'est pas du tout la solution pour avancer. Ouais, moi, ce que je vois souvent, c'est plutôt une problématique macro. C'est-à-dire que quand on a un entrepreneur qui fait entre 10 et
40 cas par mois, il y a souvent les fondations qui sont encore pas très stables. Et les fondations, c'est souvent le positionnement et l'offre irrésistible. Et du coup, c'est très flou au niveau de l'avatar client sur lequel ils veulent se positionner et ils veulent communiquer à tout le monde et faire utiliser toutes les méthodologies d'acquisition pour communiquer à tout le monde. Ils vont voir une publicité pour faire un lead magnet, ils vont voir une publicité pour faire un challenge, ils vont voir une publicité pour faire un webinaire, une VSL. Ils vont se dire, il faut que j'implémente tout ça en même temps et je sais pas quoi faire. Mais la vérité, c'est que les fondations sont fragiles, donc tout ce qui va être construit au-dessus, donc les briques, le marketing, les process, etc., vont être fragiles également. Et donc, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne, et ça va se ressentir directement dans les résultats, parce que on va toucher personne. Le discours pour l'avatar cible est flou, et donc on n'arrive pas à identifier les problématiques, les pains clients qu'on veut résoudre pour derrière les convertir sur notre solution. Donc, pour moi, il y a cette erreur qui est assez commune, c'est de vouloir lancer X ou Y méthode d'acquisition sans avoir solidifié le positionnement en tant que tel et avoir son avatar cible bien défini. Ça, c'est hyper important. Clairement. Abdel? Je suis assez d'accord avec ce qui a été partagé par Imen, par Cédric. Il y a un manque de personnalisation du tunnel. Il y a un manque de connaissance de c'est quoi un tunnel. Effectivement, ces différentes étapes qui vont amener à une stratégie de conversion et à une stratégie en entonnoir qui permet à de nouvelles personnes de nous découvrir, de découvrir des entreprises et à terme d'arriver dans le portefeuille de l'entreprise ou en tout cas d'avoir ses services. Donc, un réel manque de stratégie, de vision, des définitions qui sont souvent pas claires. Tunnel de vente aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, il y a une connotation hyper marketing avec une VSL, avec forcément de la publicité, alors que non, des tunnels existent aussi en organique. Avec les réseaux sociaux, une belle stratégie et une personnalisation, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Notre travail avec nos clients, c'est de les accompagner sur cet aspect stratégique en amont. Qu'est-ce qu'on expose? Comment on s'expose? Comment on se met en valeur par rapport à nos prestations et nos services? Et à quel point on est stratège dans l'acquisition au sens large, c'est-à-dire la notoriété d'abord et puis les leviers marketing qui vont aider la personne à rentrer dans un CRM, dans un entonnoir et qui à terme deviennent clients. Donc globalement, 2 points noirs qu'on voit, je pense, très souvent, manque de stratégie et manque de personnalisation. Les gens copient un peu et modélisent sans l'adapter à eux. Complètement. Vos points se rejoignent indirectement. Vous dites la même chose, mais de façon complètement différente et complémentaire. Et il y a un sujet, c'est que souvent, les gens voient de la publicité, tu l'évoquais, ou les solutions d'acquisition, ou plein d'autres stratégies et veulent tout mettre en place. Et donc, on se retrouve dans ce schéma faire pour faire. Parce que c'est un peu inconnu et on demande déjà à un entrepreneur d'être bon dans ce qu'il fait. S'il arrive à le faire, c'est déjà très bien. Mais ensuite, il doit être entrepreneur, il doit apprendre un nouveau métier. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on entend auprès de nos clients. Ils nous disent, je suis devenu entrepreneur 2 fois dans ma vie. La première quand j'ai créé ma boîte, la deuxième quand je vous ai rejoint. Et au travers de tout ça, ils se disent, oui, mais moi, j'ai pas forcément de budget pour faire de la publicité, je sais pas faire du marketing, je sais pas faire du copywriting, je sais pas faire tout ça. Comment je vais m'en sortir? Toi, Imen, quelles sont les différentes stratégies que tu recommandes à des entrepreneurs plus traditionnels pour pouvoir communiquer, véhiculer un message et sans devoir débourser des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros, réussir à capter l'attention de leurs clients futurs et progressivement venir à les convertir? Alors, je dirais 3 choses. La première, c'est vraiment de connaître leur client idéal. Si on ne connaît pas la psychologie de son acheteur, on ne sait pas comment lui parler. La deuxième chose, c'est que les stratégies, c'est bien, mais la meilleure stratégie, c'est vous-même. Parce que les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas votre produit, c'est pas vos offres, c'est vous. Si vous ne faites pas confiance, ils ne peuvent pas acheter chez vous. Et la troisième, c'est de voir quelles sont toutes les stratégies qui sont disponibles à notre disposition, même si on n'a pas de budget. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là maintenant? Et on brainstorm, et on voit ce qu'on peut mettre en place. Mais en plus, ce qu'on injecte, et c'est ça qui fait la différence dans nos coachings, c'est qu'on injecte le génie de cette personne dans sa communication. Et c'est là qu'on fait toute la différence. C'est quoi le génie? C'est sa zone de génie, c'est sa personne, c'est son talent, c'est son don. Parce que les gens, ils vont me dire « Ouais, mais mes concurrents, Donc, ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Voilà, c'est ça. Moi, je leur dis en fait, si tu veux communiquer, tes concurrents, ils n'existent pas. Et quand tu écris de cette manière-là, ton énergie, elle change et ton contenu, il change. Parce que justement, tes concurrents, ils n'existent pas du tout. Cédric, en complément, en plus de ça, alors, c'est intéressant parce que toi, aujourd'hui, tu as plusieurs rôles, dont le fait de piloter une partie de nos campagnes paid où on achète du trafic,
pour se faire découvrir, attirer l'attention et convertir des clients qui ont besoin de notre aide. Mais surtout aussi, de l'autre côté, tu as pu découvrir en te lançant sur LinkedIn, par exemple, que tu peux passer d'un compte de 0 à plusieurs milliers d'abonnés très rapidement en comprenant finalement l'implémentation à un niveau, on va dire, plus macro des concepts qui viennent s'adresser à la bonne personne, capter son attention, attirer son attention plus profondément sur un contenu et de l'interaction derrière pour pouvoir développer. Donc, autant sur la partie organique que paid, tu as su craquer le code à plusieurs reprises. C'est quoi le secret? En réalité, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais je l'ai vu hier justement dans l'événement quand j'ai parlé à différents partenaires clients entrepreneurs.com qui avaient toujours cette même question de quelle méthodologie je mets en place concrètement. Et ça rejoint le point que j'ai partagé avant, et ce que a dit Imen, c'est connaître son avatar cible pour adresser la bonne ressource au bon moment à la personne. Et la stratégie qui fonctionne extrêmement bien en organique comme en paid, c'est la stratégie du lead magnet. Le lead magnet, c'est envoyer une ressource pour répondre à une problématique de son client cible. Et ça, je l'ai implémenté sur LinkedIn, notamment avec de l'inbound, où très simplement, on va détailler la problématique du client, lui donner une solution concrète de « Ok, j'ai la solution à ta problématique, mais si tu veux cette solution, eh ben, rentre dans mon tunnel d'acquisition, je te l'offre gratuitement. » Et on est vraiment dans cette démarche de donner avant de recevoir. Et donc, en mettant en place des méthodologies de viralité comme ça, par exemple sur LinkedIn, on l'a vu sur ton profil Alec, on l'a testé une fois, on a eu 2000 commentaires et on a rentré 1500 leads dans le funnel, on se permet de parler directement à notre audience cible, à notre prospect cible, et toutes ces personnes qui ont opt-in, donc qui sont rentrées dans notre tunnel, on a l'adresse email, le nom et le numéro de téléphone. Et si aujourd'hui vous êtes en recherche de clients, c'est 1500 personnes, un commercial ou un assistant commercial va pouvoir appeler toutes ces personnes-là pour se confronter directement à eux et identifier est-ce que la solution correspond concrètement à leurs besoins. Et dans une démarche même pas commerciale mais naturelle, j'ai vu que tu as opt-in parce que tu as ce problème-là. Comment ça se passe dans ton business? Pourquoi tu as opt-in? Quelles sont tes problématiques? Et juste dans une relation humain to humain, de comprendre la personne et potentiellement c'était un rendez-vous commercial derrière. Et ça, pour moi, c'est la méthodologie la plus facile et la plus rapide de générer des rendez-vous qualifiés dans son agenda, que ce soit dans un premier temps en inbound avec LinkedIn, Instagram avec des vidéos verticales où on peut mettre la même méthodologie en place, et dans un second temps avec des campagnes paid à littéralement 30 € par jour. Moi, je l'ai fait dans une ancienne activité pour une agence marketing, Lead Magnet avec un test concrètement pour identifier sa rentabilité grâce aux réseaux sociaux. Derrière, on vendait du conseil en réseaux sociaux. On dépensait 30 € par jour et on rentrait à peu près entre 5 et 10 rendez-vous par semaine qualifiés sur des paniers moyens entre 5 et 10 000 €. Donc, avec des budgets très faibles, on peut générer un bon chiffre d'affaires si tout le processus de conversion est optimisé avec cette stratégie de ressources et lead magnet que moi je trouve excellent. Très clair. Et justement, tu parles de tunnel. Abdel, tu en as analysé des centaines, si ce n'est pas des milliers. C'est quoi l'élément qui, en général, fait exploser les conversions, permet de faire performer son tunnel? Parce que pour la plupart des gens qui nous écoutent, déjà, le simple concept de tunnel, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Ensuite, réussir à convertir du trafic, alors là, on est sur un niveau de complexité encore plus avancé. Et puis, là, une fois qu'on le diffuse et qu'on l'a mis en place et qu'on est déjà content, mince, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Là, on va reculer encore d'un cran, on va enlever le terme tunnel. La question qu'il faut se poser en tant qu'entreprise, prestataire de services, je vends une offre, j'ai une entreprise de e-commerce, peu importe l'industrie traditionnelle, web, online, peu importe, c'est quelles sont les différentes étapes. En 2025, avec l'essor de l'IA, avec les outils qui sortent, toutes les 2 semaines, on a un nouvel outil qui permet de mieux construire un tunnel et peu importe l'étape à l'intérieur du tunnel. Si on recule, les industries qui progressent le plus rapidement, qui atteignent des niveaux qui sont juste exponentiels en termes de croissance, de chiffre d'affaires, d'impact, c'est celles qui reviennent aux fondamentaux et à la relation humaine. Tu parlais de lead magnet, mais concrètement, un lead magnet, c'est l'art de donner de la valeur à un prospect avant même qu'il rentre dans une phase de clientélisation, de délivrabilité, etc. L'idée, c'est sur chacun des points de contact que je vais avoir avec une personne qui ne me connaît pas, sur chacun de ces points-là, comment est-ce que je peux gagner des points
pour entrer au bon endroit, dans la tête et dans le cœur du client. Et tu parlais tout à l'heure, quand tu pousses tes clients, email, quand elles poussent tes clients à s'exposer, à montrer leurs couleurs, leurs pattes, c'est aussi le pari qu'on prend avec les entreprises et avec les missions, les visions qu'ont certaines entreprises de dire, vous allez vous exposer au risque de déplaire, mais surtout d'attirer les bonnes personnes qui vont vouloir acheter l'identité de la marque, l'identité de l'entreprise, la vision de l'entreprise avant même de vouloir acheter le service, le produit, l'offre. Et c'est ça, en fait, on reviendra toujours, peu importe à quel point on évolue dans l'IA, à cet esprit fondamental. On est des animaux sociaux et on a besoin d'apprécier avant d'acheter. Et donc, si quelqu'un devrait se positionner en se demandant quel tunnel, comment, pourquoi normalement, c'est avoir plus de chiffres et acquérir plus de croissance. Mais si quelqu'un se pose des questions, c'est la véritable question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les différentes étapes qui me permettent de gagner un maximum de points pour entrer dans la tête et dans le cœur du client. Et voilà, si on devait dégrossir et éviter de rentrer dans le micro, c'est la meilleure question que quelqu'un peut se poser aujourd'hui pour commencer à développer les différentes étapes, personnaliser, mieux connaître son avatar. Comment est-ce que j'éveille les consciences de ma cible pour acheter ce que je propose en termes de douleur, en termes de désir. Avant de rentrer dans cette complexité, comment est-ce que je peux créer des relations? J'insiste aussi sur un point et je reviens, la boucle est bouclée par rapport au début de cet épisode où on parlait d'intelligence artificielle. Finalement, ces questions, on peut même se les poser avec ChatGPT aussi. Parce que parfois, l'entrepreneur, et c'est la raison d'être d'entrepreneurs.com entre autres, c'est de permettre aux entrepreneurs de ne plus être seuls, d'être enfin accompagnés et d'avoir un vrai partenaire de croissance au quotidien. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'être à nos côtés et de se faire accompagner, ChatGPT peut être une alternative qui leur permet d'avoir quelques réponses. D'ailleurs, à ce propos, pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore inscrits gratuitement au sommet virtuel qu'on organise sur 5 jours, dans seulement quelques jours, faites-le maintenant, durant lequel on va vous expliquer toutes les stratégies de croissance les unes après les autres, que ce soit acquisition, structuration, recrutement, conversion, implémentation de l'intelligence artificielle sur tous ces niveaux. On aura aussi des invités d'exception comme Idriss Aberkan, Jonathan Angelov, Hakim Benotman, Kelly Massol et plein d'autres partenaires d'entrepreneurs.com et même certains collaborateurs qui me rejoindront directement pour vous expliquer concrètement comment mettre en place tout ça dans votre entreprise et répondre à toutes vos questions. On va passer 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures de live ensemble. Ça va être assez dingue. Il y aura énormément de valeur, plus encore que vous ne puissiez l'imaginer et bien plus que ChatGPT. Je vais le challenger devant vous, vous allez le voir. Ceci étant, j'ai des questions pour vous. Vous qui êtes dans la salle, vous qui au quotidien donnez le meilleur pour apporter aux clients d'entrepreneurs.com, à commencer par, c'est quoi pour vous aujourd'hui les vraies compétences qu'un entrepreneur doit avoir pour développer son chiffre d'affaires, développer sa boîte, développer son acquisition en 2025? Comment ne pas parler de mindset dans tout ça, étant donné que c'est un petit peu le terrain sur lequel je suis quotidiennement. Quand on parle d'acquisition, de marketing, de vente, etc., il y en a, ils arrivent, c'est stratosphérique pour eux, tout simplement parce qu'ils ont le savoir de l'expert. Pour eux, ils ont un métier. J'ai noté des exemples, mais ils étaient cuisiniers, ils étaient tatoueurs, ils étaient poissonniers, etc. Et puis ils arrivent et on leur parle de bourse, on comprenne ça. Il y a un vrai changement de posture à adopter, et tout ça c'est dans le mindset. Donc une des premières compétences, vous allez travailler sur son mindset pour pouvoir faire ce switch de posture et ne plus être comme le site qui disait tout à l'heure, à travailler dans son entreprise mais sur son entreprise pour pouvoir la faire évoluer. Donc voilà pour moi. Merci Aurore. Concrètement, comment on fait pour travailler sur son mindset si peut-être quelqu'un dont c'est aussi l'expertise veut apporter une petite touche, une petite golden nuggets là-dessus, parce que on entend beaucoup parler de mindset, c'est un terme qui est utilisé un peu partout, tout comme le branding, le closing, tous ces termes un peu même galvaudés parfois. Qui veut apporter une petite touche mindset actionnable? Yes. L'idée c'est de relier le mindset donc à quelque chose de concret, de dire que moi j'ai une image pour ça, c'est admettons que tu as la peur des serpents. Tu vas voir un psychologue avant. Pour moi, il y a 2 types de psychologues. Le premier, c'est le psy blabla, et le deuxième, c'est le psychologue comportementaliste. Le psy blabla, il y a ça. Parce que t'as peur de serpent, ça peut durer 2 ans et c'est très bien. C'est une bonne chose, on va dire. L'autre, c'est le psy comportementaliste, c'est que tu vas parler 5 minutes. En fait, il va te dédier à ton érection que dans 6 mois, tu casses ton tour.
Peut-être pour le mindset, c'est pareil. Le si blabla, je t'éduque entre les mots, je sais pas. C'est de comprendre des principes. Et par contre, il faut le relier à des actions concrètes. Je crois que c'était Marion tout à l'heure dans la boîte pédagogique qui en parlait, c'est-à-dire que je mets des petites actions, je mets de la théorie et tout de suite tu complètes dessus. Pour moi, mindset c'est pareil. Derrière mindset, bon, comme ça veut, c'est une grande case dans le développement personnel, mais c'est pas de la fuite. Typiquement, si j'avais, moi je suis entrepreneur, je reprends l'exemple d'Aurore, je suis poissonnier et je connais pas grand chose au marketing. Si jamais j'ai un mindset peut-être un peu impatient, je vais pas prendre le temps de tester les choses pour changer ce qu'ils appellent, c'est-à-dire en gros reconnaître ton marché, et je vais paniquer, je vais prendre des mauvaises décisions. Très clair. Merci à toi. Apprendre à faire des erreurs le plus vite possible et de mesurer et corriger. Et finalement, on arrive avec des clients qui sont effectivement pas experts dans le pilotage de leur entreprise, dans le travail sur leur entreprise, et clairement, ils vont pas savoir faire ces dire. Et au lieu d'avoir peur, il faut qu'ils apprennent à stopper. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à gérer leur entreprise, et mieux connaître leur marché et savoir comment dire leurs erreurs. Merci. Lucas, j'ai une question pour toi. L'acquisition, c'est ton dada, c'est ce que tu fais au quotidien. Payer du trafic, l'accueillir sur un site et le convertir derrière. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui a jamais fait ça, qui a toujours travaillé en organique, bouche à oreille, recommandations, sur des stands, des flyers, peu importe finalement, mais qui est dans on va dire une façon très traditionnelle d'acquérir ses clients et qui ne comprend rien à tout ça. Tu lui dis CPL, il comprend pas. Tu lui dis CPM, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? La stratégie du lead magnet, c'est selon moi la plus efficace pour les business traditionnels. Après, il y a une erreur que moi je vois souvent chez ce genre d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont pas du tout data-driven, pas du tout. Et selon moi, c'est très très important pour développer un funnel d'acquisition. Si tu maîtrises pas la data, si tu sais pas lire la data, les chiffres, tu peux pas y arriver. Parce que typiquement, si tu connais pas quelque part de marché, si tu connais pas c'est quoi un bon taux d'optique, en fait, t'as aucune référence et du coup, tu peux pas avancer, tu peux pas progresser. Donc ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Mais ouais, je dirais typiquement, franchement, lancer un funnel lead magnet, identifier vraiment sa clientèle cible, les douleurs de sa clientèle, proposer la meilleure solution par rapport à ces douleurs, savoir lire la data, s'inspirer aussi, analyser tout ce qui se fait sur son marché, notamment le marché américain qui est vraiment en avance là-dessus. Et ouais, souvent on avance comme ça et on utilise la data pour développer tout ce qui se fait. Très clair, merci. Axel, j'ai une question pour toi avant qu'on passe à Max sur la complémentation de l'acquisition. Alors c'est bien, ça fait un bon duo. Axel, toi qui du coup a pour objectif de tirer le meilleur profit de toutes les personnes qui nous découvrent, de les aider à prendre la meilleure décision pour eux. Pour certains, c'est de nous rejoindre. Pour d'autres, c'est juste d'attendre le bon moment. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui déjà a de la peine à closer par lui-même, donc à vendre ses produits par lui-même, et qui se sent complètement paralysé à l'idée de devoir un jour déléguer ce parti-là? Parce qu'en réalité, on le dit tout le temps, partout, le but c'est de sortir de l'opérationnel pour se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Mais pour beaucoup, ils pensent que la plus haute tâche à valeur ajoutée de leur business, ils ont parfois raison, mais souvent tort, c'est de vendre. Alors qu'en soi, non. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez une expertise, vous faites quelque chose de bien, concentrez-vous sur ça et tout le reste, vous pouvez le déléguer. Qu'est-ce que tu leur dirais? Premièrement, je dirais quand même qu'il faut monter forcément en compétence sur la vente, parce que la vente, ça reste la compétence phare de n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, peut-être qu'ils le font à travers des prospects, donc c'est-à-dire voilà, ils échangent avec des prospects pour qu'ils deviennent des clients, mais en fait, tôt ou tard, ils vont faire avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des collaborateurs pour les séduire, et en fait, continuellement, il va devoir vendre. Donc, l'entrepreneur, dans tous les cas, selon moi, il doit prendre la vente comme quelque chose de très positif, et c'est un peu le problème, en fait, c'est que la vente, elle a été trop galvaudée. Tu la vois avec le loup Wall Street, tu te dis, ouais, c'est des requins, ils sont là pour piquer les sous, et c'est une mentalité, en fait, un petit peu française qu'on peut avoir. Alors que pour moi, la vente, c'est servir, c'est répondre à un besoin, résoudre un problème, et aider la personne qui est en face de soi, peu importe ton domaine de l'activité. C'est peut-être même l'aider à acquérir ses rêves. Des piscinistes demain,
peut-être que la personne, elle vient d'acheter sa maison, c'est le projet de sa vie, et tu vas l'aider justement à rendre ce projet encore plus beau. Donc en fait, quand tu vas lui tendre cette prestation de faire sa piscine, tu fais quelque chose d'extraordinaire en fait pour cette personne. Parce qu'elle va vivre des moments qu'elle ne vivra jamais ailleurs, d'avoir ses enfants grandir dans cette piscine, ses petits-enfants, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc je dirais, c'est le rapport à la vente qu'il faut complètement changer. Et surtout, en fait, quand tu commences un appel dedans, si c'est avec un prospect ou avec un collaborateur, peu importe, c'est être complètement détaché de la vente. Et vraiment être juste sur cette connexion avec un humain. Et en fait, si les gens étaient beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire comme s'ils buvaient un café avec quelqu'un dans la rue, en fait, ça serait beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, ils seraient en train de s'intéresser à l'autre, de poser de bonnes questions, et ils seraient juste dans un échange. Et la vente, c'est un échange. C'est un transfert, en fait, de conviction, de certitude, et c'est une énergie. Si en face, il n'y a pas d'énergie, que je parle à un mur, je vais rien vendre du tout. Alors que par exemple, si je suis dans cet échange, dans cette construction de, ouais, je veux du bien pour cette personne qui est en face de moi, mais là, en fait, la vente, ça devient même fabuleux. C'est-à-dire que, objectivement, c'est extraordinaire dedans, et aucune entreprise ne peut se passer dedans. Donc, voilà ma réponse par rapport à ça. Merci. Max? Je voulais simplement compléter sur la partie acquisition, parce que souvent, l'objection qui revient, c'est, oui, mais si je donne de l'argent, si j'investis de l'argent en acquisition payante, est-ce que j'ai une garantie que le résultat va marcher? Souvent, en fait, la peur, elle vient profondément de là. Donc, et on fait la boucle avec ce qu'on a partagé. Mais déjà, de venir avoir une preuve de concept sur un funnel, tu peux avoir, on a dit largement dans la liste, mais la donnée est aussi dans la liste. On peut déjà avoir beaucoup de data, des choses qu'ils possèdent déjà en tant qu'entreprise. Et déjà, j'ai testé sur un funnel de cette manière-là, et ensuite on pourra amplifier avec du traffic payant. Et encore une fois, c'est important aussi d'imaginer que on peut tester sur des petits budgets, pas forcément besoin tout de suite d'investir énormément d'argent. Et dans l'état d'esprit, dans la psychologie, dès lors qu'on a capté que on connaît bien ceux qui sont les taxes de plaisir de viewer, de frustration, d'aspiration et de désir de dominant, on s'aperçoit qu'en vérité, la publicité fonctionne. Et je pense que sur les personnes qui auraient peut-être encore de la réticence à investir en publicité, il faut bien tester ça dans un premier temps et de comprendre qu'en fait la publicité c'est comme les relations, c'est la même chose et que c'est juste un amplificateur. Ça peut changer peut-être à deux. Merci pour ça. J'ai une question acquisition encore, mais plus cette fois-ci sur le contenu. À toi, Mehdi. Mehdi, on est sur le 300e épisode du Déclic. Tu disais tout à l'heure que tu en as monté 298, peut-être parce qu'il y en a encore 2 à monter avant le 300e du coup. Ça fait des années, ça fait quoi, 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble. C'est assez dingue. Merci pour ta confiance déjà, et puis tu es toujours là pour me mettre en lumière. Et j'ai jamais l'opportunité de te remercier, donc je le fais ici publiquement pour tout ce que tu fais vraiment. Au travers de tous ces rushs par milliers, c'est des dizaines de milliers d'heures que tu as reçues de vidéos, comment tu fais pour choisir les bons moments? Comprendre qu'est-ce qui va attirer l'attention, comprendre qu'est-ce qui va intéresser, parce que finalement, créer du contenu pour créer du contenu, tout comme faire pour faire, comme Imen le disait tout à l'heure, ne sert pas à grand-chose. Et l'idée, c'est pas juste de faire, mais de savoir ce qu'il faut faire pour plaire. Plaire, pas juste pour plaire, mais pour attirer l'attention et ensuite gagner la confiance pour convertir et donc servir le business. Est-ce que toi, tu as un process, une méthode, une mécanique qu'aujourd'hui tu appliques au quotidien quand tu vas justement chercher les bons mots dans les intros, les bons éléments dans les vidéos de consulting ou au type de contenu qu'on fait souvent? Ça rejoint ce qui est dit tout à l'heure sur l'acquisition comme sur la vente. C'est que avant de vendre un produit, on vend une relation et on vend des sentiments. Et moi, c'est ce que je fais dans toutes les vidéos, il y a des milliers de vidéos même avant, les ads, ce qu'on a pu faire ensemble, les DSL, puis même les clients que j'ai eu. Donc du coup, j'ai dû apprendre à connaître ton message, connaître tes clients, ta cible, et comment fallait leur parler, et même comprendre leur souffrance à eux. Et en fait, maintenant, je te connais par cœur, je connais tes tics, je connais tes tâches, je connais tes... je sais ce qu'il faut supprimer, parce que ça nuit à ton image. Même moi, je le sais pas, tu vois. Même, tu m'envoyais par exemple des scripts avec des as que tu faisais, ben moi, je supprimais des passages de as, parce que j'estimais que c'était pas bon. Alors, je suis pas copywriter, je suis rien. Enfin, je suis monteur vidéo, mais c'est pas moi qui ai créé l'ad. Mais du coup, à force, et ben, j'ai compris le message. Et je pense qu'effectivement, notamment à l'ère d'aujourd'hui avec l'IA, avec la technologie, les gens ils ont besoin aussi de retrouver de l'humain.
Et moi, c'est ce que je cherche dans chacun de tes mots, ou les invités, quand je fais des infos par exemple, c'est capter l'humain et capter des messages simples. Je pense que l'entrepreneur aussi a besoin de simplicité, comme je disais tout à l'heure, les CPN, les CPF, ça part dans tous les sens. Et il faut vraiment partir sur quelque chose de simple, de construire et d'apprendre pour aller chercher les choses plus compliquées derrière. Voilà, donc moi mon boulot, au-delà du montage vidéo, c'est, je suis devenu copywriter, je fais plein de métiers, et c'est grâce à toi que j'ai. Merci Mehdi. Je vais poser une question simple, mais importante. C'est la question que je pose à chaque fois à la fin des épisodes du Déclic, mais je vais vous la poser à vous. Sentez-vous libre de répondre une courte réponse, une moins courte réponse, une plus longue réponse, peu importe. Mais ce qui vient du cœur, j'ai envie de savoir quel est le déclic, non pas qui a tout changé dans votre vie, mais qui a fait que vous avez choisi de rejoindre entrepreneurs.com. Pourquoi ? Parce que je le disais tout à l'heure, dans cette salle, on a vraiment des gens qui sont engagés, qui sont compétents, qui sont excellents dans leur domaine, qui sont des talents. Vous auriez pu faire autre chose, j'en ai pleinement conscience, mais pourtant, vous avez choisi d'être ici. Je ne vous ai pas forcé. Pourquoi vous rigolez ? Non, plus sérieusement. J'aimerais commencer par toi, Comrade, qui est au fond de la salle, sauf erreur. Quel est le déclic qui a fait que tu as rejoint entrepreneurs.com ? Alors, mon déclic à moi, il est très simple, c'est la mission. C'est tout simplement la mission. C'est ce que je disais avec la première fois où je l'ai rencontré. C'est que je suis pleinement aligné avec les valeurs d'entrepreneurs.com. Que d'ailleurs, j'incite beaucoup ceux qui arrivent à incarner également. Et c'est naturel pour moi de l'incarner puisque c'est ce que je suis finalement. Donc par rapport à ça, c'est très clair que c'est la mission. Voilà. Merci Comrade. Qui d'autre ? Fabrice. Ouais, la mission, c'était la promesse quand on s'est rencontrés tous les deux. Et donc du coup, moi le déclic, ça a été la toute première immersion qui a été même pas une semaine ou 2 semaines après que j'ai commencé l'aventure. Et donc c'est l'immersion, finalement, on était une 60aine d'entrepreneurs à Aix-en-Provence, donc en juillet 2024. Et c'est de se rendre compte très rapidement en échangeant avec eux qu'on a notre propre savoir, on a notre propre forces qui sont innées chez nous, de par notre expertise, de par nos expériences, et qu'en partageant des choses qui nous semblent complètement simples et peut-être futiles, voire inutiles, on voit des yeux qui s'écarquillent, on voit des gens qui disent « Ah, mais j'y avais jamais pensé, ah, mais… » Et en fait, au travers de cette immersion, c'est de voir en fait tout ce qu'on peut apporter, chacun les uns les autres, on a tous une expertise différente. Là, ton témoignage, Mehdi, je le trouve génial parce que effectivement derrière monteur vidéo, il y a tout un travail et une expertise d'aller chercher le bon mot, la bonne phrase, etc. Et donc, chacun d'entre nous, on a quelque chose où on peut vraiment pousser de la valeur et on rencontre des centaines d'entrepreneurs toute l'année. Et c'était vraiment ce déclic de dire, OK, j'ai quelque chose à partager, j'ai quelque chose à apporter en fait à tous ces entrepreneurs. Et au-delà de la mission et de la promesse, je suis heureux en moi. Merci. Aurore ? Merci. Je me souviens de notre première discussion à la c'était en 2020. Ouais. Il y avait bien. Et ce qui m'a donné le défi de vivre à cette époque-là, c'était les valeurs. Je t'avais dit, j'étais sorti une expérience qui n'est pas incroyable à ce moment-là, et je t'avais dit, faut que les valeurs soient là, qu'elles soient respectées. Et on est revenu à ça, puis je suis là. Merci. Quelqu'un d'autre ? Yes. Moi, j'ai 2 dates, c'est décembre 2019 et décembre 2023. Alors, toi, tu t'en souviens pas avec, moi, je m'en souviens très bien. On était, c'est l'événement business à chaque fois qu'il y avait lieu en décembre, ce Club Live. Et 2019, donc moi, je venais de me lancer, c'était ma première année d'entrepreneuriat. Je connaissais parce que tu avais fait une formation avec quelqu'un d'autre qui s'est reproduit dans le milieu depuis, tu vois. Et du coup, on était, toi, t'étais déjà lancé. Et j'avais pris le cocktail, tu sais, VIP, ça permet de faire sympa. Et j'avais trouvé vachement les plus. Ça cool. 2023, 4 ans plus tard, on est au check-in de l'hôtel. Je pense que tu t'es pas souvenir de moi, évidemment. Et en fait, tu as dû dire peut-être que lui, il est dans l'événement d'Ida, on était dans l'hôtel dans lequel il y avait l'événement. Et tout de suite, t'es parti d'où t'étais pour venir me saluer.
Ça, je me suis dit, c'est cool. Et l'autre chose que j'ai aimé, moi j'aime bien qu'on soit libéré quand on aime des visions sympas. Moi, ça me parle, ça me fait kiffer, quoi. Parce que j'aime beaucoup le sport. Et donc, de pouvoir être libre là-dedans. Et le côté valeur dont parle Power, moi, le côté valeur est super important. Je dirais, c'est à la fois ça me dit le poisson par la tête, hein, c'est un peu rapidement, qui est devant, enfin, qui est en l'organisation, c'est important. Et le fait de se dire, j'ai l'impression qu'on est tous différents, on a tous quand même quelque chose de commun. Moi, avec Anis, la première fois qu'on s'est parlé, je lui ai dit, moi, j'ai l'impression que je suis en 4e division, en National 2. Et on me propose d'intégrer Real Madrid. Et de dire, moi, je me sens carrément d'y aller. Je me sens peut-être cette confiance, mais je me sens d'y aller. Donc il y a aussi le fait de se dire, c'est peut-être une chance d'aller exprimer quelque chose. On n'a pas toujours l'occasion de vivre une aventure qui nous correspond. Moi, je dis tout ça. Merci beaucoup. On va prendre une dernière personne qui veut passer. Je veux bien. Allez. Je veux bien. Pour dire un truc qui est important, c'est j'ai eu 2 déclics moi à l'intérieur de mon aventure. Le premier déclic, c'est quand je t'ai connu en 2018 avec un environnement d'excellence. Et je pense on constate tous que tu as semé pas mal de graines qui nous amènent à aussi œuvrer vers l'excellence. Et le deuxième déclic, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Malgré ce qu'on arrive à faire, les clients qu'on arrive à accompagner, on a encore une crevette dans une petite mare et on va devenir une baleine, une crevette dans un océan et on va devenir une baleine dans un lac ou en tout cas une petite mare. Et cette ambition, cette vision que d'être la référence francophone, on est déjà excellent dans ce qu'on fait. C'est pas le premier environnement que j'analyse qui est le tien. On est excellent dans ce qu'on fait, mais percevoir la courbe de ce qu'on est capable d'aller chercher, c'est huge, c'est incroyable et c'est le deuxième déclic, je pense, qui nous anime tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir contribué à cet épisode. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous avez eu autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à l'animer comme à chaque fois, eh bien faites-le nous savoir en commentant cette vidéo, en la partageant, en la likant et en mettant 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée. Je sais que dans la salle, il en reste encore quelques-uns qui ne l'ont pas fait. Donc en fait, cet appel à l'action, je le fais à eux, mais je le fais aussi à vous. Vous pourrez après le faire en cachette durant la journée. C'est des mauvais élèves, je sais, mais croyez-moi sur parole, d'ici ce soir minuit, j'en fais une affaire personnelle. Ils l'auront fait, c'est 5 étoiles. Plus sérieusement, merci à vous parce que 300 épisodes, c'est juste dingue. Quand j'ai créé le déclic, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Aujourd'hui, on a l'opportunité justement d'avoir des invités toujours plus dingues, des épisodes toujours plus fous, de la valeur en plus qu'on peut délivrer, des studios, des projets, une envie, une vision, une ambition qu'on n'aurait jamais pensé possible. À la base, quand j'ai créé le déclic, souviens-toi, je te l'avais dit en plus, c'était parce que j'avais fait une sorte de presque burn-out des réseaux sociaux. Je n'avais marre de créer, de vivre pour créer du contenu. Je voulais juste partager ce que je vivais. Je voulais un contenu beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique, avec beaucoup plus de valeur. Et c'est en faisant des épisodes comme celui-ci que je me rappelle ô combien c'est possible. Je remercie Mehdi, mais je remercie aussi toi, Océane, qui te cache derrière tous ces gens et les caméras, qui travaille au quotidien avec toute ton équipe formidable pour rendre possible le déclic. Et puis, sachez que si tout ça est possible, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux qui sont là ici et tous ceux qui sont pas là aujourd'hui. Et merci beaucoup pour cet épisode. Merci à vous.